Je m'appelle Thomas, j'ai 15 ans, et jusque-là, ma vie n'avait rien d'exceptionnel. Un adolescent colombien comme tant d'autres, avec des rêves de liberté et de voyage, des espoirs plein la tête. Mais tout ça s'est arrêté brutalement, arraché, brisé, pour laisser place à l'horreur et la peur. Je me réveille, l'esprit flou, le corps lourd. J'ai mal partout, mais la douleur la plus vive se situe derrière ma tête, comme une onde sourde qui pulse avec chaque battement de mon cœur. Mes yeux s'ouvrent lentement, mais je n'arrive pas à voir clairement. Les contours sont flous, et la pénombre m'enveloppe d'un voile épais. Petit à petit, mes sens reviennent, comme si je sortais d'un sommeil trop profond, oppressant. Le froid du sol dur m'atteint enfin, et le malaise me prend. Ce n'est pas normal. Où suis-je? Je ne reconnais rien. Ce n'est ni chez moi, ni un endroit familier. C'est comme une cage de béton, sans âme. Mon cœur bat plus fort. L'angoisse monte, me saisit à la gorge. J'ai envie de crier, mais ma voix reste bloquée. Je me redresse lentement, le corps engourdi. La pièce est petite, sombre, avec des murs froids et gris. En levant les yeux, j'aperçois des caméras au coin du plafond, des yeux métalliques qui me fixent sans relâche. Je suis surveillé, je ne suis pas seul, mais cette présence est tout sauf rassurante. Une lourde porte verrouillée se dresse devant moi. La réalité me frappe alors comme une gifle glacée, je suis enfermé. Le temps perd toute signification ici. Les minutes s'étirent, les heures se confondent. J'observe, je note chaque détail, chaque recoin. Mais cette pièce ne m'offre rien. Rien pour m'en sortir. Pas de fenêtre, pas de sortie évidente. La claustrophobie me prend à la gorge, rendant chaque respiration plus difficile que la précédente. Je me bats pour garder mon calme, pour ne pas sombrer dans la panique. Puis, au bout d'un temps incertain, un homme entre. Grand, massif, il n'a rien de bienveillant. Il m'apporte de l'eau et un morceau de pain. Je l'observe sans un mot, sentant qu'aucune réponse ne serait tolérée ici. Son regard froid et indifférent glisse sur moi. Il repart aussitôt, et la porte se referme sur le bruit métallique de la serrure. La peur est écrasante, comme un poids qui m'étouffe, mais je sais que je dois m'en sortir. C'est là que mon esprit s'aiguise. Instinctivement, je commence à surveiller la caméra dans le coin, notant ses mouvements, cherchant des angles morts, des failles. Elle balaie la pièce régulièrement, mais parfois, il y a une fraction de seconde, un petit espace où je pourrais bouger sans être vu. Ce n'est pas grand-chose, mais dans cet enfer de béton, tout est important. Je m'accroche à chaque petite observation, comme un radeau dans la tempête. Les jours passent, et mon esprit s'habitue, peu à peu. J'observe les va-et-vient des geôliers, les moments où ils entrent pour m'apporter de l'eau, la rare nourriture. Chaque seconde qu'ils passent ici, je les étudie. Je note tout, inconsciemment formant un plan. Mais je ne suis pas seul. Un soir, alors que le silence règne, j'entends un bruit derrière le mur. C'est comme un murmure humain. Mon cœur rate un battement. D'autres sont enfermés ici. Alors, je tends l'oreille. En pressant mon oreille contre le conduit d'aération, je distingue des mots, étouffés, mais bien présents. Un garçon, un autre adolescent. Ce son familier réveille une flamme d'espoir en moi. Je n'ai plus l'impression d'être seul. Je décide de prendre des risques, frappant doucement le mur pour attirer son attention. Au bout de quelques instants, il me répond par des coups légers. C'est comme un langage primitif, un code improvisé dans l'obscurité. Avec le temps, j'apprends qu'il s'appelle Diego. Comme moi, il est piégé dans cette prison silencieuse. Les jours se transforment en nuits sans fin, et ensemble, nous élaborons un plan, une ébauche de liberté. Nous devons sortir d'ici, mais il nous manque les moyens. Une étincelle d'espoir jaillit quand, un matin, je découvre un petit morceau de métal dans un coin de la pièce. Peut être l'objet d'un prisonnier précédent, oublié ici. Je le garde précieusement, espérant qu'il m'aidera à crocheter la serrure, à forcer un passage. Mais chaque tentative échoue, laissant mes doigts engourdis et mon moral plus bas. Diego et moi échangeons nos idées, nos peurs. L'entraide nous aide à surmonter l'horreur quotidienne. Nous avons même trouvé le moyen de partager des ressources. Je fais passer à Diego des restes de nourriture lorsque j'en ai trop, chaque miette étant une marque de solidarité dans cette lutte sans merci. Notre première tentative de sabotage échoue. En recouvrant la caméra d'un tissu, j'espérais bloquer la surveillance. Mais un geôlier s'en rend compte. La punition est brutale. Je comprends alors qu'il faut de la discrétion, que la rage et l'impatience ne sont pas mes alliés ici. Il me faut de la patience, de la stratégie, et surtout, un cœur impénétrable à la peur. Lentement, les pièces du puzzle commencent à se rassembler. Diego et moi décidons de creuser un passage entre nos deux cellules. Chaque nuit, armés de nos outils improvisés, nous grattons le mur, prudemment, en silence, avec la terreur constante que quelqu'un puisse nous entendre. Lorsque nous parvenons enfin à nous rejoindre, c'est comme une bouffée d'air frais.
Voir un autre visage, sentir une autre présence me redonne du courage. Ensemble, nous étudions le moindre point faible de cette prison de béton. Nous avons repéré une grille d'aération mal fixée. Cela pourrait être notre salut. Nos actions deviennent méthodiques, réfléchies. Nous brouillons temporairement les caméras, la peur d'être découverts serrant nos poitrines, mais chaque mouvement nous rapproche de la liberté. Les tentatives se multiplient. Une nuit, alors que nous explorons discrètement l'entrepôt, Diego déclenche accidentellement une alarme. La panique nous pousse à courir, à retrouver nos cellules. Nos cœurs battent la chamade. À la suite de cette erreur, la surveillance se renforce, les caméras sont plus nombreuses. Nous devons redoubler de prudence, de créativité. Avec le temps, nous élaborons un code visuel pour communiquer, nos gestes suffisent. La grille d'aération devient notre ultime projet. Nous l'enlevons nuit après nuit, millimètre par millimètre, chaque progrès marqué par la peur d'un bruit trop fort. Dans cette lutte acharnée pour la liberté, j'apprends ce qu'est le courage, ce qu'est le sacrifice. Une nuit, alors que nous pénétrons enfin dans le conduit d'aération, une lueur d'espoir brille. Nous nous faufilons dans les couloirs de métal, en quête d'une issue. L'air est rare, la chaleur oppressante, mais nos esprits sont tournés vers un seul but, fuir cet enfer. Dans le conduit d'aération, mes pensées sont partagées entre l'espoir et la peur. L'espoir d'une sortie, d'une fin à cet enfer, et la peur d'être rattrapé, de tout perdre au moment où la liberté semble enfin à portée de main. Diego est devant moi, ses mouvements mesurés, presque silencieux. Moi, je rampe en suivant son rythme, retenant chaque respiration pour ne pas faire de bruit. Le conduit est exigu, froid, et l'air y est saturé de poussière. Mes mains tremblent légèrement, mais je les serre pour me concentrer, pour garder mon sang-froid. Je sens les parois métalliques sous mes paumes, froides et rugueuses. Chaque mouvement laisse des traces de sueur et de poussière. Mes coudes et mes genoux me brûlent, râpés par les aspérités, mais la douleur n'est rien comparée à l'angoisse qui serre ma gorge. Nous avançons à l'aveugle, ignorant où ce conduit nous mènera, ignorant même s'il débouche quelque part. L'obscurité est quasi totale, percée seulement par de rares failles où un mince filet de lumière filtre de l'extérieur. Je me raccroche à ces points de lumière comme à des étoiles, des repères dans le néant, et j'essaie de me dire que ce tunnel a bien une fin, une sortie quelque part. Chaque seconde passée ici est un défi. Parfois, le métal grince sous mon poids, produisant un son qui résonne, amplifiant ma peur d'être repéré. Soudain, Diego s'arrête brusquement. Mon cœur bondit dans ma poitrine, une alerte silencieuse semble résonner entre nous. Je l'observe, sa silhouette tendue dans l'obscurité. Ses mains touchent quelque chose, un grillage qui bloque notre avancée. Le cœur battant, je le rejoins, et ensemble, nous tentons de dégager la grille. Elle est mal fixée, mais elle tient bon malgré nos efforts. Nos mains glissent, se blessent, mais on persiste. La peur nous pousse, une rage désespérée nous donne la force de continuer. Finalement, le grillage cède dans un craquement sec. J'ai l'impression que ce bruit a résonné comme une explosion, et nous nous figeons, retenant notre souffle. Quelques secondes passent, des secondes qui semblent infinies, mais aucun bruit de pas, aucun signal d'alarme. Avec un soulagement teinté de terreur, nous glissons à travers l'ouverture. Nous atterrissons dans une petite pièce encombrée de cartons et de vieilles caisses. L'air est légèrement plus frais ici, et l'odeur de renfermé s'atténue. C'est comme une bouffée d'oxygène pour moi. Je regarde autour, examinant chaque coin, chaque recoin, dans l'espoir de découvrir un passage vers l'extérieur. Diego fait de même, et son regard croise le mien, chargé de la même détermination. Il sait, comme moi, qu'il nous reste peu de temps. Il est probable que nos ravisseurs remarquent bientôt notre absence, surtout avec l'alarme déclenchée la veille. La pression est immense, mais elle nous rend plus forts, plus concentrés. Nous avançons en silence, contournant les caisses, inspectant chaque centimètre de cette nouvelle pièce. Nous découvrons une porte métallique au fond. Elle semble verrouillée, mais je ne peux m'empêcher de l'inspecter, d'essayer d'y trouver une faille. Mes doigts glissent sur les bords, cherchant une ouverture, quelque chose qui pourrait céder sous la pression. Dans l'urgence, Diego et moi décidons de revenir sur nos pas et de tenter un autre passage. Nous nous faufilons à nouveau dans les conduits, cette fois avec la certitude effrayante qu'on est bien plus loin qu'on ne l'a jamais été. La liberté semble si proche, si palpable, et pourtant si dangereusement inaccessible. Dans un élan de courage, nous avançons jusqu'à atteindre une salle de contrôle. À travers les grilles du conduit, je peux voir une multitude d'écrans qui surveillent l'entrepôt. C'est ici que les caméras sont gérées, que nos moindres mouvements sont scrutés. Mon regard balaye la salle et j'observe avec fascination, comme hypnotisé. Si nous réussissons à désactiver certains écrans, peut-être pourrions-nous brouiller leur surveillance et nous donner quelques minutes d'avance.
Un frisson me traverse quand je réalise que nous devons quitter le conduit pour atteindre les commandes. Il faut y aller. Diego me regarde, comme pour demander mon assentiment, puis ensemble, nous nous glissons hors du conduit, avançant sur la pointe des pieds dans cette salle qui semble endormie. Mes mains tremblent quand j'approche des boutons, chaque son me faisant craindre le pire. J'appuie, bascule des commandes sans trop savoir si cela fonctionnera. Nous parvenons à désactiver plusieurs caméras. Je sens une montée d'adrénaline, un mélange de satisfaction et de terreur. Mais ce n'est qu'un sursis, une petite avance dans cette course désespérée. Nous nous éloignons de la salle, tentant d'échapper à la surveillance pour trouver la sortie définitive. En continuant notre fuite à travers les couloirs, nous tombons brusquement nez à nez avec un geôlier. Le choc est immédiat, nos regards se croisent, figés l'un par la terreur, l'autre par la surprise. Il n'a pas le temps de réagir que Diego brandit l'un des éclats de verre que nous avions gardés en cas d'urgence. Dans un élan de survie, il frappe, juste assez pour neutraliser l'homme. Mon cœur bat à un rythme effréné, comme s'il allait exploser dans ma poitrine. L'instant est brutal, terrifiant, mais je sais que c'était nécessaire. Nos corps tremblants, nous nous précipitons vers la sortie, franchissant enfin le périmètre de l'entrepôt. Mais l'extérieur n'est pas aussi sûr que je l'espérais. Le terrain est vaste, entouré de végétation dense, et je comprends rapidement que nous sommes encore en territoire hostile. Nous courons, nous cachons dans les buissons, à l'affût de chaque bruit. La nuit est notre allié, mais elle rend aussi notre fuite périlleuse, aveugle. Les chiens de nos ravisseurs ne tardent pas à aboyer, les geôliers lancent une battue pour nous retrouver. Nous ne sommes que deux adolescents, désarmés, affaiblis, contre une horde déterminée. La végétation est épaisse, et chaque bruit de branche craquant sous nos pieds nous expose au danger. La peur nous épuise, mais nous continuons, les battements de nos cœurs résonnant dans nos oreilles comme un signal d'alarme. Un instinct de survie nous pousse à nous jeter dans une rivière, pour échapper aux chiens et masquer notre odeur. L'eau est glacée, mordante, mais elle nous apporte un répit. Le courant nous emporte un instant, et je lutte pour ne pas boire la tasse, pour rester à la surface. Diego est juste à côté, ses mouvements sont tout aussi chaotiques, mais il tient bon. L'eau nous berce, nous transporte, et pour la première fois, je sens un début de liberté. Après ce qui semble être une éternité, nous atteignons la rive. Exténués, trempés, mais vivants. Nos corps sont couverts de bleu, d'égratignures, mais l'adrénaline nous pousse encore, au-delà de la douleur et de la fatigue. En titubant, nous avançons à travers la forêt, sans savoir où aller, sans savoir si le danger est enfin loin. C'est au petit matin que nous atteignons une route. Je m'effondre presque de soulagement. Un véhicule finit par passer, et dans un dernier effort, nous agitions nos bras pour attirer l'attention. Le conducteur s'arrête, stupéfait de voir deux adolescents à moitié morts au bord de la route. Nous sommes sauvés. Alors que nous sommes emmenés en sécurité, un poids s'allège en moi. Mais je sais que cette histoire n'est pas terminée. Diego et moi nous regardons, et une promesse silencieuse passe entre nous. Nous ferons tout pour que ce réseau de malheur cesse d'exister, pour qu'aucun autre enfant ne vive ce que nous avons enduré.